Nous avons littéralement escaladé la clôture, nous nous sommes faufilés. Nous étions sur le tapis rouge avec nos petites caméras abîmées, et quand nous avons commencé à montrer ça, les gens avaient l'air de regarder quelque chose qu'ils n'étaient pas censés voir. C'est ainsi que le concept du tapis rouge a commencé. Certains rêvent de bâtir un empire, d'autres le font. Larry Namer n'était pas destiné à devenir magnate des médias. Un gamin de Brooklyn qui a commencé comme réparateur de câbles a fini par créer l'une des marques de divertissement les plus influentes de l'histoire. Nous avons subi plus de 100 refus, dont un où, en réunion, on m'a littéralement lancé le business plan au visage. À cette époque, lancer une chaîne de télévision coûtait plutôt dans les 100 millions. La pire chose que vous puissiez faire, c'est de dire aux gens, imaginez simplement que vous les avez perdus. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Larry Namer, cofondateur d'E-Entertainment Television, a-t-il redéfini la consommation des médias et fait preuve d'un esprit entrepreneurial constant? Ce n'est pas qu'une histoire de télévision, c'est celle de vision, de résilience et d'audace de croire en soi quand nul ne le fait. Depuis que ChatGPT est devenu omniprésent, je fais en 1 heure ce qui me prenait auparavant 5 jours. En tant qu'êtres humains, nous avons tous un temps limité sur cette planète. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est de l'utiliser de manière efficace ou efficiente. Identifiez un domaine où vous excellez, travaillez-y intensément et il deviendra votre passion. Alors, Larry, tu es passé de raccorder des câbles dans les égouts de Manhattan pour 90 $ par semaine à bâtir un empire du divertissement de 7 milliards qui s'étend sur 142 pays. Tu as eu l'émission télé numéro 1 en Russie, tu es le seul Américain autorisé à gérer des médias en Chine et tu as créé le phénomène Kardashian. Tu as littéralement vécu toute l'évolution de la télévision. Ce que j'ai surtout trouvé intéressant en écoutant certaines de tes anciennes émissions, c'est que ta passion de départ n'était pas le divertissement. Alors parle-moi de cette découverte accidentelle du divertissement et de la façon dont tu es réellement entré dans ce milieu. Bien sûr. J'ai été le premier enfant de la famille à aller à l'université. Donc, j'ai obtenu un diplôme en économie et je pensais devenir soit économiste, soit enseignant. J'ai vite compris qu'il n'y avait pas vraiment de travail pour ces métiers. J'avais un ami dont le père faisait partie du syndicat des électriciens. Il était à New York et ils ont dit, oh, on vient juste d'organiser ce truc. Ça s'appelle la télévision par câble. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais tu sais, voilà le nom du délégué syndical. Va le voir, dit que le syndicat t'envoie, ils te donneront un petit boulot temporaire. Et donc j'ai fait ça et ils m'ont donné un travail littéralement sous les rues de Manhattan. Donc j'étais assistant raccordeur souterrain pour 90 $ par semaine. Donc je pensais rester là quelques mois, le temps de comprendre ce qu'on fait avec ce diplôme. Mais j'ai commencé à aimer ça et tout. Et vous savez, très vite, les gens venaient me voir en disant, dis donc, comment as-tu appris à utiliser le matériel aussi rapidement? Habituellement, il faut 1 an aux gens, mais toi, tu l'as fait en 1 semaine, tu vois. C'était très simple. Je leur disais, eh bien, j'ai lu le manuel d'instruction. Ce n'était pas sorcier. Mais moi, vous savez, je suis passé d'assistant épiceur à épiceur. Et puis, vous voyez, j'ai un peu gravi les échelons du côté des opérations. Donc, d'abord ouvrier du bâtiment, puis installateur, puis technicien de maintenance. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Time Incorporated, qui à ce moment-là était encore une maison d'édition, ils avaient pris la décision qu'en 10 ans, ils allaient devenir une entreprise de médias. C'était avant Time Warner, bien avant Time Warner. Et donc, ils ont acheté Manhattan Cable. C'était l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et donc, quelqu'un des ressources humaines a dit, hey, tu sais, essaie de comprendre ce que c'est. Ces gars-là, tu sais, qui vont sous les rues tous les jours. Tu avais tous les gars de Harvard et de Yale d'un côté, et puis tu avais nous de l'autre. Et quelqu'un dans la nature a dit, attends 1 seconde, il y a un gars, tu sais, qui fait ça, qui a un diplôme d'économie peut-être. Du coup, je suis un peu devenu le traducteur entre ces deux mondes, entre ce monde de la tech en train de le construire. Et tu sais, les gars d'Harvard et de Yale. Et puis, ben, après un moment, le gars qu'ils ont mis en place comme président, un gars nommé Nick Nicholas, devenu plus tard président de Time Warner après la fusion, il a insisté pour que je rejoigne la direction et a fini par me convaincre, alors j'ai accepté. C'était vraiment fou.
J'avais 25 ans et j'étais monté dans les rangs de la direction, devenant le directeur des opérations de Manhattan Cable, qui est le plus grand réseau câblé du pays. Donc j'ai fait ça. Et puis, vers 1980, toutes les grandes villes ont commencé à réaliser que le câble était plus qu'un simple moyen d'avoir une bonne réception. De nombreuses grandes villes ont commencé à délivrer des franchises pour leur construction. Mais la principale réserve qu'avaient la plupart des grandes villes, c'est qu'elles ne voulaient pas que les câbles passent sur les poteaux téléphoniques parce que c'était extrêmement inesthétique. Elles voulaient toutes des câbles souterrains. Or, à l'époque, seul Manhattan Cable avait un tel système aux États-Unis. Et c'est moi qui dirigeais les opérations, donc j'ai fini par être recruté par A. En fait, c'est une entreprise canadienne qui a remporté la franchise pour Los Angeles afin de construire le premier système de câbles interactif à deux voies avec 61 chaînes, mais entièrement souterrain. Donc, j'ai été recruté par cette entreprise. Vous savez, ils m'ont fait la fameuse offre qu'on ne peut pas refuser, me payant littéralement 4 fois ce que je gagnais à New York. Et ils m'ont loué une maison avec une piscine et tout ce genre de choses. Et vous savez, mais on est tellement nous l'avons construit et j'ai commencé alors, j'avais la programmation, le marketing et la finance qui me rendaient compte, ainsi que toutes ces autres choses. Et tu sais, tu es un gamin de New York et tous tes voisins à Los Angeles vont à des fêtes, des avant-premières et traînent avec des célébrités et tout ça. Je me suis dit, ça a l'air cool, je veux faire ça. J'ai appelé les studios, ils m'ont dit, bah non, tu es un utilitaire comme la compagnie de gaz, donc pas sur la liste des invités. Alors finalement, j'ai rencontré quelqu'un du service marketing dans un des studios et j'ai dit, vous savez, je ne comprends vraiment pas ça. Le moyen de marketing le plus efficace que vous ayez pour un film, c'est la bande-annonce, ce truc de 2 minutes qu'ils montrent toujours avant les films. J'ai dit, ben, mais la seule fois où je vois la bande-annonce d'un film, c'est quand je suis déjà au cinéma. J'ai dit, tu ne préférerais pas éviter que je vois ça chez moi et que ça me donne envie d'aller au cinéma? Et ils ont dit, ouais, mais tu sais, c'est trop cher d'acheter 2 minutes de temps à la télé, alors tu sais, on ne le fait pas. J'ai dit, bah super, vous me donnez ces bandes annonces, je les passe à la télé gratuitement et vous me mettez sur la liste pour, tu sais, toutes ces avant-premières et tout ça. Et ils ont dit, bah bien sûr, donc, tu sais, on a fait ça et j'ai embauché un gamin et littéralement, on les a juste enchaînés les unes après les autres. On a monté une bobine d'1 heure avec des bandes annonces de films. Mais quand on a commencé à faire des études de marché sur le public, j'ai demandé quelle est votre chaîne préférée. Ils disent j'adore ESPN, CNN, cette chaîne de bandes annonces. Là, je me dis attends, je reçois les 2 meilleures minutes d'un film de 50 millions qui ne dure que 50 minutes et j'ai ça gratuitement et les gens me disent que c'est l'une de leurs chaînes préférées. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Ensuite, l'entreprise canadienne où je travaillais avait été vendue et ils sont retournés à Toronto et ils m'ont dit, bon, Larry, quand est-ce que tu viens à Toronto? Et moi, j'ai répondu, non, 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 non. J'ai dit, je ne suis pas allé de New York à Los Angeles pour aller à Toronto. J'ai dit, j'en ai fini avec le froid, je ne ferai pas ça. Et donc, un ami à moi, mon ami Alan Maroufka, qui vient aussi de la côte Est, tu sais, on discutait et il était là-bas sur un projet et il avait quelque chose à voir avec le studio de Francis Ford Coppola, mais il était surtout dans l'immobilier. Et on s'est dit, tu sais, on aime vraiment Los Angeles. Réfléchissons à quelque chose qui nous permettra de rester ici. Et il dit, ouais, j'ai cette idée en tête, tu sais, comme Entertainment Tonight, mais 24 heures sur 24. Et j'ai dit, attends une seconde. J'ai dit, tu sais, à l'époque, MTV passait vraiment des clips musicaux et je lui ai dit, tu sais, tu as MTV place un animateur devant un fond vert qui pointe l'écran et annonce Madonna un nouveau clip. J'ai dit que je pouvais obtenir toutes ces bandes annonces de films gratuitement et que les gens adoreraient ça. Et on enverra un animateur devant un fond vert et il dira et Schwarzenegger a un nouveau film. Donc tu vois. Donc en gros, on a proposé l'idée à MTV des films et ouais, on a rédigé un business plan. On pensait qu'on était vraiment malin. Et tu sais, à l'époque, c'était avant de faire tout ça numériquement, donc on avait vraiment un business plan qui faisait genre 200 pages et tout, mais on était un peu naïf à ce moment-là.
Personne, il n'y a jamais eu de gens, des gens ordinaires qui ont vraiment lancé une chaîne de télévision. Seules les grandes entreprises de médias font ça. C'est ce qu'on a compris. Les gens disaient, tu sais quoi, Larry, c'est une bonne idée, mais tu n'es pas Rupert Murdoch, tu n'es pas Time Warner et tu n'es pas Fox ou Universal. Tu ne peux pas simplement lancer une chaîne de télévision. Tu sais, on n'était pas assez malin pour écouter, alors on a juste continué. Mais 3 ans et demi après, finalement, nous avons rencontré ce type qui venait de prendre la tête de la banque d'investissement pour ce qui était une maison d'obligation à Wall Street. Et quelqu'un que nous connaissions nous a présenté, mais à ce moment-là, nous étions à bout. Tu sais, on avait essuyé plus de 100 refus, dont un où, même pendant la réunion, le gars m'a littéralement lancé le business plan à la tête en disant, comment osez-vous m'insulter avec un truc pareil? Et finalement, nous avons rencontré ce type et nous entrons dans son bureau et il a des affiches de films sur les murs et il a dit, vous savez, il dit, j'adore vraiment ça, je veux le faire. Et moi, à ce moment-là, lancer une chaîne de télévision coûtait quelque chose comme 100 millions. Au plus bas, c'était 60. Mais ça reste très cher. Oui, et nous, vous savez, bien sûr, il fallait louer des satellites et tout l'équipement de studio était cher. Et nous, il dit qu'il veut vraiment le faire. J'ai demandé s'il pouvait nous donner les 100 millions afin de réaliser tout ce qu'on doit faire. Et il a dit, ben non, 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 il dit, je n'ai le droit de signer que pour 2,5 millions. Et je lui dis, eh bien, qu'est-ce que ça va changer? J'ai dit que je ne peux même pas acheter les caméras pour 2,5 millions de dollars. Et il a répondu que c'est tout ce qu'il peut signer. Et tu sais, Alan, j'ai dit, tu sais quoi? On ne nous donnera sans doute jamais 60 ou 100 millions, alors on prend les 2,5 millions et je l'ai fait. J'avais un ami qui enseignait la radio, la télévision et le cinéma à l'Université du Texas à Austin. Je l'ai appelé et demandé à Brian s'il avait des étudiants cherchant des stages. Il m'a dit que c'était difficile d'en placer cette année. J'ai dit, envoie-les, envoie tout le monde que tu as. Et oui, et les gens ne réalisent pas ça, tu sais, parce qu'il est présent dans 142 pays et la valorisation est, tu sais, folle, 7 milliards. Et toi, on peut dire qu'il est maintenant de loin le numéro un des influenceurs de la culture pop dans le monde. Et donc, les gens supposent que c'est un... Ça a commencé avec une grande entreprise, mais en réalité, ça a commencé avec moi et Alan, 11 employés, en nous incluant, donc 9 employés, plus moi et Alan, et 31 stagiaires à l'Université du Texas. Dès qu'on est passé à l'antenne, tout le monde est venu nous voir en disant, oh mon Dieu, c'est ça que vous vouliez faire. On vous aurait donné l'argent il y a 3 ans. Et donc, vous savez, on a eu un succès du jour au lendemain et je crois que la première année, on a fini par s'étendre de 30 à 14 pays et mon ami Brian voulait me tuer. Parce que la moitié des jeunes, ils ont commencé comme stagiaires au début de l'été. Et à la fin de l'été, la moitié d'entre eux étaient vice-présidents. On a juste tellement grandi, tellement vite. Donc ça a décollé rapidement, ça a vraiment décollé très vite quand tu l'as eu. Mais ça m'a vraiment appris cette leçon. Quand tu présentes quelque chose que les gens n'ont jamais vraiment vu ou expérimenté, ou qu'ils n'ont rien à quoi le comparer. La pire chose que tu puisses faire, c'est de dire aux gens, tu sais, tu leur donnes ce que tu as en tête en disant, eh bien, imagine juste et c'est tout. Tu les as perdus, ils ne peuvent t'imaginer. Donc, ça nous a vraiment donné à tous les deux de très bonnes leçons sur la façon de présenter les choses et sur la manière dont il fallait les expliquer, parce que ce que nous avions en tête n'était clairement pas compris par les gens jusqu'à ce qu'ils le voient. C'était vraiment une bonne leçon de vie. Quand tu penses à ce qui l'a rendu si populaire, quel genre de programmation as-tu trouvé pour vraiment percer, qui a explosé? Parce que, je veux dire, tu as explosé très vite au début. Mais si tu regardes aussi tes autres succès comme Talk Soup, Les Kardashians ou Howard Stern, tu as donc l'œil pour ça. Beaucoup n'ont pas marché, mais parlons de celles qui ont réussi. Quelle était la différence? Eh bien, tu sais, tout d'abord, tout ce qui concernait le reportage sur les célébrités était incroyablement rigide. C'était des émissions comme Divertissement ce soir. Donc, si tu avais un nouveau film, tu te battais pour obtenir 20 secondes dans Divertissement ce soir. Donc, ce n'était pas vraiment une couverture approfondie et tout était fait par les grands studios, les Paramount, les Disney et tout ça.
Et c'était très rigide, très corporate, mais aussi très soigné, parce qu'ils pouvaient se permettre les 100 millions. Nous, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on devait être très inventif. On n'avait même pas de matériel de diffusion professionnel. On a trouvé une entreprise avec du vieux matériel utilisé pour des vidéos de formation à la vente, alors on l'a acheté. Mais ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, parce qu'Alan et moi, on ne venait pas de ce monde hollywoodien, alors on regardait beaucoup de choses et on se disait, tu vois, Hollywood, c'est un truc marrant. Ne faisons pas semblant que c'est de la science-fusée, donc beaucoup de choses avaient l'air très artisanales. Parce que, encore une fois, on n'avait pas beaucoup d'argent et, tu sais, on n'avait pas les caméras sophistiquées, ni les effets, ni le matériel de montage et tout ça. Et les gens regardaient ça et disaient, oh mon Dieu, je n'aurais jamais cru voir une interview d'une demi-heure avec mon réalisateur préféré. Ou maintenant, j'ai appris des choses sur la musique de film parce qu'on prenait ces bandes annonces et on les découpait et remontait d'une vingtaine de façons différentes. Donc, tu sais, on avait de la musique de film, on avait des films étrangers, on avait des films indépendants. Tu vois, on avait littéralement tous les types de films et toutes les personnes liées au cinéma. Mais encore une fois, ça avait vraiment l'air pirate. Mais tu sais, ben, je pense que l'une des choses qui nous a vraiment permis de percer, c'était la première année. Nous avons demandé des accréditations pour aller aux Oscars et ils nous ont refusé. Ils ont essentiellement dit, eh bien, vous savez, vous ne nous intéressez pas vraiment, vous êtes plus comme un service public, comme la compagnie de gaz ou de téléphone. Et ils ne voulaient pas nous donner d'accréditation. Et ce qui s'est passé, c'est que moi et l'équipe avons littéralement escaladé la clôture. On s'est faufilé, on était sur le tapis rouge et, tu sais, tout le monde faisait toujours la même chose. Alors, Monsieur Cruz, parlez-nous de votre prochain film. Et tu sais, on était là, genre, waouh, on s'est faufilé. Incroyable, tu vois. Tom, tes chaussures sont top. Tu les as eues où? Donc, on posait juste les questions qui nous intéressaient vraiment. Et tu sais, encore une fois, avec nos petites caméras toutes abîmées et tout ça, en montrant cela, les gens nous envoyaient des lettres, des appels et disaient, waouh, on aurait dit, tu sais, qu'on regardait, qu'on était une mouche sur le mur en train d'observer quelque chose qu'on n'était pas censé voir. Eh bien, en fait, c'est ce qui s'est passé. Tu sais, on s'est fait prendre et on s'est fait jeter dehors. Mais tu sais, on avait assez d'images pour faire de bonnes émissions et les gens ont adoré ça. Et c'est vraiment ça qui a lancé tout le concept du tapis rouge, tu vois. Je veux dire, la façon dont le tapis est couvert a complètement changé à cause de nous, tu sais. Et ça a mené à des choses comme Joanne Rivers qui faisait des talk shows, tu sais, Fashion Police et ce genre de trucs. Et puis nous, tu sais, on a un peu fait ça. Et puis, quand on a commencé à avoir un peu de succès et à gagner un peu d'argent, on est passé de simplement montrer des bandes annonces de films et mais encore une fois, on n'avait pas grand-chose, donc il fallait être très créatif et inventif. Tu sais, je suis allé voir l'équipe et j'ai dit, hey, j'ai une idée, je veux faire une émission télé qui se moque des émissions télé. Et ils étaient là, genre, ça n'a aucun sens. Personne ne te laissera faire ça, tu sais. Et cette émission, c'était Talk Soup. Et tu sais, ça a été la première percée, une émission télé plus traditionnelle de 30 minutes et Talk Soup. À ce moment-là, Greg Kinnear est devenu célèbre et tu regardes toutes ces personnes qui ont suivi sur Talk Soup et qui sont devenues célèbres grâce à ça. Je crois qu'on a compté 17 personnes qui ont été animateurs de Talk Soup et qui ont fini par décrocher des emplois à la télévision, ce qu'on appelle la vraie télé. Et tu sais, donc, cette émission, même si au début les gens pensaient qu'Alan et moi étions fous, je crois qu'elle a duré 26 ans, tu te rends compte? Et puis la suivante, tu sais, on a rencontré ce grand gars dans un ascenseur à New York et il nous racontait qu'il était animateur radio. Et on était là, ouais, d'accord, super, tu sais. Je lui ai dit, mec, si tu ne t'en es pas rendu compte, la radio est morte depuis environ 40 ans. Et il disait, non, il faut que vous veniez voir l'émission. Et on est allé regarder son émission de radio, tu sais, parce que je crois qu'on vivait tous dans le même immeuble. Et tu sais, donc on s'est dit, oh, on va recroiser ce gars. Ça aurait été impoli de ne pas aller à son émission. Et au final, on a adoré. Et on est retourné voir l'équipe en disant, hey, on veut mettre des caméras dans le studio radio de ce gars. Et ils étaient là, Larry, quand tu voulais faire, tu sais, avec Talk Soup, on pensait que tu étais fou. Ils disaient, ben, la radio est morte, pourquoi quelqu'un regarderait une émission de radio? Et j'ai dit, vous savez quoi, vous ne comprenez pas.
Il y avait une émission télé, une sitcom appelée WKRP à Cincinnati, et ça parlait d'une équipe de radio, une équipe d'ensemble, mais c'était une comédie. J'ai dit, c'est une version télé-réalité de cette émission, et vous savez, bien sûr, c'était une comédie d'ensemble. Je veux dire, ce n'était pas seulement Howard, c'était tout l'entourage qu'il avait, vous voyez, et puis Howard s'est démarqué, vous savez, il est sorti du lot, et ensuite nous avons grandi. La première année, je crois qu'il y avait 14 pays et parce que nous avons réalisé que beaucoup de gens ne faisaient pas attention. Vous savez, pour les chaînes câblées américaines, si vous faites quelque chose comme la chaîne météo, oui, c'est un excellent service, vous voyez. Au lieu de devoir regarder la télévision tous les soirs à 23h30 pour savoir quel temps il ferait le lendemain, vous aviez une chaîne qui vous permettait de voir la météo quand vous le vouliez, mais c'était très local. Si vous ne viviez pas dans cette ville, vous savez, ou dans ce pays, vous ne pouviez pas vous soucier du temps qu'il fait à Londres ou quelque chose comme ça. Mais nous avons dit que les célébrités et la culture des célébrités sont populaires partout dans le monde, et cela s'est avéré être très, très vrai. Donc, mais vous revenez aux origines de l'idée. À cette époque, nous avons regardé le câble et dit, tu sais, c'est comme un journal électronique. Vous aviez CNN comme la une, ESPN pour le sport et QVC, notre chaîne de téléachat, c'est la publicité. Qu'est-ce qui manquait, si évident pour Alan? Et j'étais la deuxième section la plus lue de n'importe quel journal du dimanche. C'était les pages de divertissement. Donc, vous savez, on est passé de, vous savez, MTV, des films à, vous savez, les pages de divertissement du journal hollywoodien. C'est ce que l'Amérique veut savoir sur Hollywood. Vous savez, c'est très intéressant parce que vous continuez à proposer toutes ces idées qui n'ont jamais été faites auparavant. Tout dans votre vie consiste à faire des choses qui n'ont vraiment jamais été faites auparavant et à ne pas écouter tous ceux qui vous disent que ce n'est pas possible. Et ce que je trouve vraiment intéressant, donc j'ai lu votre livre et si quelqu'un veut l'obtenir, il s'appelle Hors Script et votre vraie passion, c'est la cuisine. Maintenant, je trouve cela intéressant parce que cela signifie que vous avez construit toute votre carrière et tout ce que vous faites sur quelque chose qui ne vous passionne pas vraiment. Vous n'aimez pas le divertissement, seule la cuisine vous passionnait. Donc, quand vous allez à contre-courant, quand vous faites toutes ces choses qui n'ont jamais été faites auparavant, alors que vous n'êtes même pas vraiment passionné par ce que vous faites, quel est le conseil pour continuer quand on vous dit non? Quand ça ne marche pas, quand vous faites quelque chose qui est totalement inédit, jamais réalisé auparavant, parce que c'est une compétence en soi. Oui, eh bien, vous savez, je cuisine depuis l'âge de 12 ans, bien sûr. Mes parents travaillaient tous les deux, donc je devais soit apprendre à cuisiner, soit manger des sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture chaque soir. Mais vous savez, j'aimais ça et j'étais doué, alors j'ai continué à lire des livres de cuisine, à en apprendre de plus en plus et à diversifier mes connaissances. Mais ce que je dis aux gens, vous savez, c'est que beaucoup de personnes confondent souvent leur passion et leur passe-temps. Et nous avons tous les mêmes réalités de la vie. Nous devons gagner assez d'argent pour pouvoir payer le loyer, manger, éduquer nos enfants ou rembourser nos prêts étudiants ou quoi que ce soit d'autre. Alors, qu'est-ce que je dis aux gens? Je leur dis, trouvez quelque chose dans lequel vous êtes bon. Dans mon cas, vous savez, j'étais évidemment plutôt bon dans le domaine de la télévision, j'ai dit. Ensuite, travaillez dur et devenez excellent dans ce domaine. Et ce qui se passe, c'est que ça devient votre passion. Vous pouvez ensuite utiliser cela pour gagner assez d'argent et poursuivre vos passe-temps. Pour moi, la cuisine représentait tout cela, alors que la télévision était évidemment très lucrative. J'étais plutôt doué pour ça, je le suis toujours d'ailleurs. Mais ça vous permet, vous savez, ça vous donne la possibilité de, vous voyez, puis de vous concentrer sur votre passe-temps quand vous en avez envie, sans même vous en rendre compte. Oh non, je risque de ne pas pouvoir payer le loyer le mois prochain. Je pense que c'est un conseil avisé, je pense. Et je suis aussi très curieux de savoir ce que tu penses de tout ce qui concerne les nouveaux médias et les créateurs de contenu et de tout le monde qui essaye de devenir sa propre chaîne et station de médias. Et j'ai l'impression qu'une grande partie consiste simplement à copier un autre créateur. Tu sais, mon podcast est probablement une copie de, 15 autres podcasts et cette chaîne TikTok est une copie. Quel serait ton conseil en venant d'un milieu de la télévision de divertissement? Pour créer quelque chose d'unique, comment perçois-tu le monde et inventes-tu l'inédit comme tu l'as fait? Eh bien, j'adopte les nouvelles technologies. Je veux dire, beaucoup de gens disent,
Oh mon Dieu, on ne va jamais, on ne va pas laisser cette histoire d'intelligence artificielle arriver. Et vous savez, je dis, regardez l'industrie musicale quand la musique numérique est arrivée. Vous savez, j'ai dit, maintenant ils râlent et se plaignent que, oh mon Dieu, iTunes a tellement de pouvoir ou Spotify a trop de pouvoir. J'ai dit, mais vous, en tant qu'industrie musicale, vous avez passé 10 ans à vous y opposer au lieu de l'adopter et vous l'auriez possédé, vous voyez. Et maintenant, vous vous plaignez que vous savez, quelqu'un a eu l'intelligence et les moyens de s'en emparer pendant que vous le rejetiez. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Il y a certaines choses, oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner avec ça. Nous avons besoin de règles et de réglementations et nous avons besoin de moyens pour garder tout cela en ordre. Actuellement, rien ne dissuade les mauvaises personnes de mal agir avec cela. Mais la réalité, c'est que c'est un excellent outil et qu'il va exister, que cela vous plaise ou non. Le syndicat des acteurs, des scénaristes, ce genre de choses. Donc, vous savez, vous feriez mieux d'apprendre à utiliser les prompts et à faire ce genre de choses parce que ça ne va pas disparaître. Mais raconter des histoires est un art et il n'est vraiment bien pratiqué que par les humains et tout ça. Donc, j'utilise l'intelligence artificielle et tout ça depuis très longtemps, même avant que ça ne devienne, tu sais, mondialement connu. Si j'ai une nouvelle idée pour une chaîne de télévision ou une série télé et tout ça, et que je veux écrire, par exemple, faire un peu d'études de marché, de recherche, établir des budgets et tout ça. Avant, il me fallait 5 jours pour trouver une idée de base, tu sais, mais une fois que ChatGPT est devenu omniprésent, il me faut 30 secondes pour l'intégrer, il me faut 1 heure pour tout corriger parce que ce n'est jamais parfait. Donc c'est ça, c'est comme ça. Mais maintenant, je fais en 1 heure ce qui me prenait 5 jours. Et tu sais, je dis aux gens, je leur demande comment tu ne peux pas aimer ça. Je veux dire, en tant qu'êtres humains, nous avons tous un temps limité sur cette planète. Et tu sais, ben, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de l'utiliser efficacement ou judicieusement. J'ai dit, ben, donc maintenant, en 1 heure, je fais ce qui me prenait 5 jours auparavant. Je pourrais en faire plus et gagner plus d'argent. Ou, vous savez, maintenant, j'ai un petit-fils. Je pourrais passer du temps avec mon petit enfant. Je pourrais apprendre à parler espagnol. Je pourrais partir en croisière. Et je veux dire, j'ai récupéré la chose la plus précieuse que nous ayons tous en tant qu'êtres humains, et c'est notre temps. Alors, il faut l'accepter. Il faut s'assurer que, encore une fois, il faut des règles et des règlements. On ne peut pas faire autrement. Et je donne toujours l'exemple de la conduite d'une voiture. Un gamin de 12 ans ne peut pas dire Hey, donne-moi les clés, j'ai envie de conduire. Tu sais, il faut avoir un certain âge, il faut suivre un cours, il faut passer un examen. Et puis, il y a des règles de la route, et si tu ne respectes pas les règles de la route, il y a des sanctions pour ça. Avec l'intelligence artificielle et tout ça, nos règles, mes réglementations doivent rattraper le retard, et c'est un peu là où on en est. Mais comme je le dis, quand tu trouves quelque chose de nouveau et que c'est dans ta tête, tu dois. Chaque soir, je m'auto-évalue et réfléchis. Le matin, j'ai 10 nouvelles idées, mais le soir, je réalise que la plupart étaient stupides. Mais je suis très honnête avec moi-même, je m'assois et je me dis, d'accord, ça semblait être une bonne idée ce matin, mais non, tu sais. Et encore une fois, je réduis le délai. Mais la technologie change, les goûts des gens changent, l'environnement économique change. Apprends simplement à être honnête et à dire, tu sais quoi, ça semblait être une bonne idée, mais maintenant je me rends compte que ce n'est pas la suite, alors passe rapidement à autre chose. Parce qu'encore une fois, on revient à cette question de maximiser la valeur de ton temps. J'adore ça et tu as raison. Avec l'intelligence artificielle, tu peux adopter de nouvelles idées rapidement. Tu peux trouver de nouvelles choses rapidement. Tu peux te rendre compte que c'est une mauvaise idée rapidement et passer à autre chose. Mais aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, tout le monde dans les médias traditionnels, que ce soit dans le cinéma ou la télévision, s'ils n'apprennent pas à utiliser l'intelligence artificielle, les personnes qui travaillent dans ces secteurs seront aussi remplacées. Donc, que tu sois créateur de contenu ou que tu travailles dans ces secteurs, tu dois l'adopter. Oui, c'est un outil incroyablement précieux. Je veux dire, c'est un bon exemple, tu vois. Après, Dieu sait, 20 ans de gens qui me disaient que je devais écrire un livre, que je devais écrire un livre. Je l'ai enfin fait et le livre est devenu un best-seller en 4 jours. Et les gens demandaient, qu'est-ce que tu as fait? Tu as triché, tu sais? Eh bien, c'est impossible. Tu es best-seller dans 4 catégories différentes en 4 jours.
Et en fait, tu sais ce que j'ai utilisé? En réalité, j'étais encore dans le chat. À l'époque de GBT, j'ai utilisé GBT pour concevoir un plan marketing pour le livre et j'ai suivi ce plan marketing. Et tu sais, l'intelligence artificielle comprenait comment utiliser les algorithmes bien mieux que mon cerveau humain ne le pouvait. Et littéralement, en suivant le plan fait par l'intelligence artificielle, nous sommes devenus best-sellers en 4 jours. Tu sais, les gens disent, non, ça prend généralement des mois. Comment as-tu fait? Eh bien, c'est comme ça que je l'ai fait. J'adore ça. Parle-moi des Kardashians parce que tu as développé, enfin, on a parlé de Talk Soup. Howard Stern. Les Kardashians sont un phénomène culturel. Comment l'as-tu découvert? Comment savais-tu que ça allait être bien ou est-ce que tu le sentais simplement? Au début, pourtant, Alan et moi étions amis avec Bruce et Chris. Et c'est toute une longue histoire et je pense qu'elle est dans le livre. À un moment donné, nous allions lancer une autre chaîne de télévision appelée FX Television Fitness and Exercise Television. Et nos partenaires étaient Bruce et Chris. Jenner et Karim Abdul-Jabbar. Tu sais, il y avait plein d'autres personnes, mais aussi un de nos partenaires était O.J. Simpson. Et évidemment, ça ne s'est pas bien terminé. Mais tu sais, donc j'étais ami avec Bruce et Chris, et tu sais, Chris disait toujours, oh, il faut qu'on trouve quelque chose à faire avec les filles. Les filles sont si douées. Et vous, Bruce et Chris, entre vous, je veux dire, il y avait genre 10 enfants, tu sais, parce qu'ils venaient tous d'autres mariages. Les enfants étaient mineurs lors de notre première rencontre. Encore une fois, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc il fallait vraiment faire attention et on ne pouvait pas se permettre d'avoir de jeunes enfants sur le plateau. Je veux dire, il faut avoir des tuteurs et tu ne peux travailler qu'un certain nombre d'heures par jour ou par semaine. Alors on a juste dit, tu sais, hey, les enfants sont super, mais il faut attendre qu'ils atteignent, tu sais, l'âge adulte. Comme ça, on n'a pas à gérer ces restrictions. Et mais tu sais, regarde, il leur a donné la plateforme. Mais honnêtement, tu sais, et je le dis aux gens, mais la mère, Chris, c'est elle le cerveau derrière tout ça. Elle, ses filles et ses gars ont juste appris ce qu'ils font de leur mère, qui était une grande meneuse et tout ça. Et puis, tu sais, oui, on leur a donné la plateforme et ils auraient probablement pas pu devenir ce qu'ils sont devenus sans cette plateforme. La vraie chef de famille, c'était la mère, Chris. Par exemple, en 2025, y a-t-il des personnes, des tendances ou des idées qui t'enthousiasment et qui pourraient être aussi importantes que les Kardashians? Oui, je pense que ce genre de choses est cyclique. Je veux dire, regarde, les Kardashians ont vraiment très bien réussi. Mais tu sais, j'ai tout le temps des gens qui me disent, je veux une émission de télé, je veux être là, donc je veux pouvoir y arriver. Je veux dire, tu sais, celui dont on n'a pas parlé, c'est Ryan Seacrest, tu vois lequel? C'est là que Ryan a commencé. Mais tu sais, toi et moi avons en fait une amie en commun, Natasha Graziano. Et oui, je dois avoir une centaine de personnes par an qui viennent me voir en voulant devenir animateur télé. Et il te faut plusieurs éléments, les principaux étant les suivants. Tu dois avoir la personnalité, mais tu dois aussi avoir l'éthique de travail. Et souvent, je veux dire, il y a des gens qui ont une super personnalité, mais ensuite on arrive à la question de l'éthique de travail. Et tu sais, je dis d'accord, tu veux être animateur télé en journée, donc ça veut dire que tu vas te lever à 3 heures du matin. Tu seras à la coiffure et maquillage jusqu'à 17 heures, puis tu tournes jusqu'à 23 heures. Tu rentreras chez toi, tu déjeunes, tu dors, et tu fais ça 50 semaines par an. Et ils disent, oh non, 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 je passe mes étés à Ibiza ou je passe mes étés dans les Hamptons, je ne peux pas faire ça. Et donc, tu réalises qu'ils ont l'un ou l'autre, mais il est très rare de trouver des gens qui possèdent ces deux qualités. Mais ensuite, ben, j'ai rencontré Natacha et plusieurs choses. Premièrement, elle n'est pas des États-Unis, ce que je pensais être un avantage, mais tu sais, elle avait cette histoire incroyable, tu sais, mère célibataire, vivant à Londres, littéralement sans abri, tu vois, pour résumer. Maintenant, 8 ans plus tard, elle vit à Bel Air et fait du coaching de vie pour will.i.am et Steve Aoki et tout ça. Mais elle est motivante, inspirante plutôt que promotionnelle. Et pour moi, c'était important parce que j'ai dit, tu sais, où il y a tous ces gars à la télé tard le soir ici.
Nous n'avons pas de femmes à la télévision tard le soir en Amérique. Et ils font tous la même émission. C'est un gars assis derrière un bureau avec un canapé, tu vois, c'est la même émission. Monsieur Cruz, parlez-moi du prochain Mission Impossible. Et j'ai dit, surtout après le Covid, je veux m'endormir avec le sourire aux lèvres. Je veux penser que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et donc, elle avait ce côté motivationnel, inspirant. Mais ensuite, je la mettais à l'épreuve. Tu sais, j'étais en Chine et je l'appelais exprès, sachant qu'il était 3 heures du matin chez elle. Et elle décrochait vraiment le téléphone et restait en ligne avec moi pendant des heures. Et je me suis dit, ben d'accord, elle a la personnalité, la motivation et l'éthique de travail sont clairement là. Alors, nous avons créé cette émission de fin de soirée qui sera diffusée cet hiver à la télévision nationale, appelée Natacha après la nuit. Et tu sais, c'est un excellent exemple de la façon dont on peut prendre quelque chose. Encore une fois, nous ne pouvions pas le présenter ni l'expliquer aux gens, alors nous avons tourné un pilote et monté une bande-annonce, et ensuite leur montrer à quel point cette émission était différente de tout ce qui existait déjà. J'adore ça. En fait, les qualités que tu viens de décrire font le succès d'un animateur de talk show, d'un présentateur ou de toute personne qui réussit. En général, l'éthique de travail, la personnalité, le fait d'être présent. Je veux dire, si tu imites simplement ces qualités dans n'importe quel secteur, tu vas probablement bien t'en sortir. Je pense que ces qualités sont essentielles. Ce sont les bases pour construire quelque chose de significatif, que ce soit une carrière à la télévision ou dans tout autre domaine. L'une de mes idées préférées dont tu parles, c'est que tu te réinventes tous les quelques années. Je crois que quand j'ai entendu ça, c'était tous les 7 ans. Beaucoup ont du mal à se réinventer, même une fois. Et ils sont la même personne à 70 ans qu'au début de leur carrière, quand ils avaient 20 ou 25 ans. Parle-moi de la réinvention. Pourquoi est-ce si important? Les gens demandent pourquoi tu as arrêté de diriger l'émission Union européenne. Je suis resté au conseil d'administration, mais je me suis ennuyé. Tu sais, on est devenu énorme et tu sais, c'était quelque chose de génial. Mais quand tu arrives à la question de ça, quand quelqu'un m'a convaincu d'écrire le livre, j'ai vraiment commencé à me concentrer dessus. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai effectivement toutes ces périodes de 7 ou 8 ans où je suis une personne totalement différente, tu vois. Donc, j'ai mes années à Brooklyn, mes années Manhattan Cable, mes années Valley Cable, mes années électroniques, mes années en Russie, mes années en Chine, mes années post-Covid. Et des trucs où, tu sais, c'est complètement différent et tout ça. Je dois admettre que la Chine m'intéresse vraiment par son immensité et ses nombreuses opportunités. Il s'agit surtout de rester à jour et de suivre les nouvelles technologies. Je veux dire, je tiens vraiment à m'assurer que quelles que soient les nouvelles technologies qui arrivent, je sois là avant que les grandes entreprises n'y arrivent, parce que cela leur prend beaucoup de temps. Ils étudient, rédigent des plans, participent à des réunions du conseil d'administration et obtiennent ces choses 1 ou 2 ans plus tard que prévu. Vous savez, vous avez mentionné la Chine. Quelles sont les choses qui, tout d'abord, pourquoi la Chine vous enthousiasme-t-elle? Quelles sont les choses que nous pourrions apprendre sur leur façon de faire? Les médias? Parce que je pense que vous aviez prédit la mort de la télévision linéaire il y a quelque temps. Je sais que la Chine est toujours un peu à la pointe en matière de médias, de réseaux sociaux et de beaucoup d'autres choses. Alors, que fait la Chine? Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Quelles sont les choses que nous devrions peut-être essayer d'imiter? Ce sont 2 choses différentes. Il n'y avait pas de médias traditionnels là-bas, à proprement parler. Tu sais, tout était contrôlé par le gouvernement, donc la téléphonie mobile, le numérique et tout ça était complètement nouveau là-bas. Donc, tu n'avais pas à passer beaucoup de temps à éliminer les vieilles habitudes, tu devais juste consacrer ce temps à créer de nouvelles habitudes. Et ils sont beaucoup plus ouverts à tout ça. Et en plus, une chose très simple, ici, les grands médias sont contrôlés par des entreprises publiques, donc ils sont très lents à s'adapter. Cela signifie tourner la page sur le passé et laisser l'ancien derrière pour aller vers le nouveau. Je veux dire, je parle à des gens qui sont présidents de chaînes de télévision et je leur demande, pourquoi faites-vous encore de la télévision linéaire? Je veux dire, c'est illogique. Ils me disent, ce serait une dépréciation de 7 milliards.
je prendrai ma retraite dans 2 ans. Je ne vais pas annoncer une dépréciation de 7 milliards devant un conseil ou une assemblée d'actionnaires. Il dirait, je prends ma retraite. Laissez le suivant gérer cela. Cela n'a rien à voir avec la justice, ce que vous devriez faire ou la réalité. Mais il y a ces autres choses en jeu qui, vous savez, nous restreignent un peu. Mais en Chine, nous faisons de la télévision, du cinéma, du contenu Internet, nous faisons de l'immersif, nous faisons toutes sortes de choses là-bas. Et vous, les gens qui regardent nos émissions de télévision, eh bien, tout d'abord, nous avons du succès en Chine parce que nous produisons des choses en Chine, en mandarin, spécifiquement pour le public chinois. Donc, nous ne prenons pas ce que nous faisons en Australie pour le mettre ici en disant on va vous mettre des sous-titres en anglais et ça ira. La Chine est 3 ou 4 fois plus grande que les États-Unis et les gens en Chine sont très fiers et heureux d'être chinois. Vous savez ce qu'on m'a dit au début? Si tu ne veux pas vraiment agir ici, dans notre langue, pour notre peuple, tu n'es pas à ta place. Je pense que Rupert Murdoch l'a compris tôt car il s'est fait éjecter rapidement. Donc, mais si tu prends juste les émissions de télé qu'on fait là-bas, il y en a 70, 7-0, c'est probablement un peu plus. Là, je remonte d'un an. Les gens qui regardent nos émissions les regardent sur un écran de 5 pouces, sur un téléphone portable. Et donc, nous avons dû apprendre à adapter la production, le montage et tout ça. En notant que, vous savez, si on va filmer un plan large, vous savez, ce qui rend très bien sur une télé de 55 pouces, ça va avoir l'air horrible quand vous le regardez sur un téléphone portable. Donc, beaucoup de choses qu'on filme, vous savez, c'est un peu plus, beaucoup plus de gros plans et de plans rapprochés. Alors faites-le. Et en fait, vous savez, tout ce phénomène a mené à ce qui se passe maintenant avec la programmation verticale qui commence à s'occuper des courts-métrages, des films de 2 minutes et ce genre de choses. Nous faisons ce genre de choses en Chine depuis des années, donc je pense qu'il y a presque 800 millions de personnes en Chine qui ont un smartphone maintenant. Donc, vous savez, ben, c'est une assez bonne base pour expérimenter. Je pense que, vous savez, je regarde d'autres choses venant de Chine et il y a des tendances du e-commerce qui viennent de Chine et la façon dont les gens font leurs achats, la façon dont ils achètent, la façon dont ils consomment du contenu, c'est sûr, je pense que ça va être. Je pense toujours que beaucoup de choses que nous voyons venir de Chine en termes de comportement finiront par arriver aux États-Unis. Donc ce n'est qu'une question de temps. Tu dis que plus de 70% des gens utilisent seulement leur téléphone. Pas étonnant. Tu faisais aussi quelque chose de vraiment intéressant en Chine, où tu crées des films découpés en segments de 2 minutes et ensuite le public les achète morceau par morceau. Je ne pense pas que ça soit arrivé aux États-Unis, mais c'est une autre forme de contenu court que je pense qu'on pourrait aussi voir aux États-Unis. Donc encore une fois, c'est du contenu court. Vertical. Et c'est quelque chose auquel les créateurs devraient prêter attention, genre, d'accord, qu'est-ce que je vois en Chine? Comment puis-je adapter mon contenu à ça? Parce que c'est ce qui va arriver bientôt. Ouais, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur l'App Store et tu verras qu'il y a plein de choses. Tu sais, où ils ont besoin d'un marché, ils doivent rattraper leur retard, mais ça, c'est déjà arrivé ici et c'est intéressant. La majorité appartient à des entreprises chinoises. Et la théorie, et encore une fois, on aborde les choses d'un point de vue différent, on regarde tout ce qu'on crée. En tant que média, il faut que ce soit financièrement viable. On ne le fait pas parce qu'on est créatif ou passionné, mais si tu ne peux pas le financer, ne le fais pas. Bien sûr, à un moment, comme je le dis, la réalité reprend le dessus. Mais avec les courts-métrages, tu prends, ou alors tu fais un film en série, tu réalises un film de 90 minutes. Tu sais, ben, la plupart maintenant sont des comédies romantiques, très peu coûteuses, 300 000, 400 000 pour un film, mais utilisent des gens qui sont vraiment doués pour écrire des feuilletons, parce que les scénaristes de feuilletons apprennent à écrire en arc de 2 minutes. Parce que si tu observes le schéma de narration dans un feuilleton, ils sont littéralement découpés en 2 minutes, suivis d'un court suspense, puis encore 2 minutes et un suspense. Tu prends un film de 90 minutes et tu le coupes en 45 parties d'environ 2 minutes chacune. Pas besoin de les minuter. Et tu donnes aux gens les 10 premiers épisodes gratuitement, mais ensuite l'épisode 11 coûte l'équivalent d'1 dollar. Ce n'est pas grave. J'ai aimé, c'était bien, je veux savoir ce qui s'est passé. Janie le tue, tu vois? D'accord pour 1 dollar.
Tu découvres si Janie le tue, puis ça continue encore. Mais tu regardes le modèle financier là-bas, donc tu as ensuite 35 segments pour lesquels tu reçois $1. Donc, sur un film à 300 ou 400 millions, tu sais, un film à 1 million, tu obtiens un prix de billet de 35, alors que Marvel dépense 200 millions pour un film et obtient un 19. Qui a le meilleur modèle? Tu penses que, je veux dire, à un moment donné, tu avais plus de 142 diffusions dans différents pays. Maintenant, on a tous ces créateurs individuels, ces podcasteurs, ces chaînes YouTube. Tu penses qu'on se dirige vers une fragmentation infinie des médias ou tu crois qu'on verra un jour des médias unificateurs? Tu crois que ça va vraiment s'imposer? Je vois tous ces podcasteurs et chaînes médiatiques comme un nouvel âge. Comme Joe Rogan, par exemple. Je veux dire, prends n'importe quelle chaîne YouTube, MrBeast par exemple, on dirait une fragmentation infinie des médias. À chaque nouveau média, tu sais, et je déteste le dire, j'ai probablement participé à de nouveaux médias 7 ou 8 fois en 50 ans. Quand ça sort pour la première fois, les gens sont très indulgents sur la qualité et le contenu. Mais aujourd'hui, il y a énormément de podcasters. Tout le monde pense que j'achète une caméra à 40 euros, que je la mets sur mon ordinateur portable, que je mets une lampe au-dessus de ma tête et je deviens une star de la télé. Eh bien, ça ne marche pas exactement comme ça, mais ensuite, il faut toucher le public. Et au début de toute nouvelle technologie, les gens sont très indulgents envers la mauvaise qualité. Il est un excellent exemple. Il nous a pardonné d'avoir utilisé du matériel industriel, mais avec le temps, l'œil et le cerveau commencent à s'attendre à de plus en plus. Cette année, nous avons vraiment plongé dans le monde des podcasts. Bien sûr, après le COVID, j'ai recommencé à faire beaucoup plus de choses aux États-Unis. Et vous savez, on s'est juste dit qu'on savait où ça allait. On sait que les gens vont vouloir une meilleure qualité pour leur podcast et leurs podcasteurs. Donc, au lieu de commencer par le bas de gamme, on a décidé que notre podcast devait commencer par le haut de gamme. Donc, en fait, on fait beaucoup de choses liées à l'autonomisation des femmes parce qu'on pensait que c'était une niche qui pouvait vraiment être bien développée. On tourne notre podcast en 4K avec 4 caméras, montage en direct et édition. Nous faisons l'ingénierie du son, concevons l'audio et le responsable éclairage gère cela et le reste. Donc, quand tu le regardes, ça ressemble vraiment à la télévision. Je veux dire, le premier qu'on a fait s'appelle Stall Talk et tu sais, ça ressemble à une version plus jeune, plus branchée, plus cool de The View et tout ça. Donc, tu sais, de plus en plus, on adore faire des podcasts parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas de gardien. Mais à la fin de la journée, il faut être bon. On pense qu'il va y avoir un grand bouleversement et beaucoup de choses se passent actuellement. Je veux dire, pour plusieurs raisons, tu sais, l'économie n'est tout simplement pas là. Les grands annonceurs ont besoin de volume, ils ne peuvent pas se permettre de continuer à acheter des audiences de quelques centaines de personnes et des choses comme ça. Donc, tu dois les développer et tu dois trouver des sponsors pour qu'ils restent autonomes et des choses comme ça. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Je veux dire, souvent j'ai besoin de choses rapidement, donne-les-moi rapidement. Je suis un grand fan de TikTok, j'adore TikTok, tu sais. Mais c'est pendant la journée, tu sais, je suis en voiture, je suis dans le bus ou le train, et je me contente de ça. Par petite dose de 2 minutes, et ça me va, ou de 40 secondes, et ça me va. Mais ensuite, je rentre à la maison, et tu sais quoi, j'ai envie de m'affaler sur le canapé et de prendre une bière. Et donc, je veux ces émissions d'une demi-heure, je veux ces formats-là. Je veux que les Spielberg de ce monde me racontent leurs histoires parce qu'ils le font mieux que, tu sais, mon colocataire de fac le faisait. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais les deux, chacun répondant à un besoin à différents moments de la routine quotidienne. Oui, et donc je pense que tu sais vraiment la réponse, c'est que peut-être qu'on est trop fragmenté, mais qu'au final on va finir par se regrouper comme les meilleurs podcasts ou les meilleures chaînes TikTok ou les meilleures chaînes YouTube. C'est ça qui va devenir en quelque sorte les références. Et je pense que tu commences déjà à le voir maintenant. Tu vois les grands acteurs, tu sais, intervenir et forcer la consolidation.
Je crois que Sirius Radio vient de conclure un gros accord avec Tribune pour, tu sais, vraiment promouvoir Simplecast et ce genre de choses. Et ce sera de la consolidation. Nous regardons ça, je veux dire, pour nos podcasts, on construit ce créneau féminin parce qu'on s'est dit, d'accord, avec un podcast, peut-être qu'on aura 10 000 auditeurs, ce qui veut dire qu'on ne pourra aller que vers des annonceurs locaux. Si j'en fais 5 et que j'ai la même audience à chaque fois, j'ai alors 50 000 auditeurs. Je peux maintenant aller voir L'Oréal ou PMG avec ça. Larry, où est-ce que les gens peuvent te contacter? Où est-ce qu'ils peuvent se procurer ton livre, je suppose? Je suppose qu'on peut l'obtenir. Tu peux acheter ton livre partout, Amazon, etc. Quels sont tes réseaux sociaux et le site web à promouvoir? Eh bien, tu pourrais aller sur nom. Le nom du livre est Orscript. Donc, tu peux aller soit sur le podcast Orscript, soit sur offscriptbook.com pour le trouver. Ou, tu sais, les gens, l'adresse email que je reçois moi-même et à laquelle je réponds personnellement, c'est LJN chez lgnmedia.com. Dernière question pour recueillir tes réflexions finales. Tu as eu une superbe carrière. Si tu devais, tu sais, regarder non pas ce que tu as appris, mais ce que tu as dû désapprendre pour réussir. La chose qui, selon toi, t'a le plus freiné, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, tu sais, j'ai grandi, moi, et j'ai grandi dans un quartier très pauvre. J'ai grandi à Brooklyn, mais avant que Brooklyn ne devienne à la mode. Donc, j'ai grandi dans un quartier appelé Coney Island, qui est toujours un quartier difficile. Je veux dire, tu passes là-bas aujourd'hui et c'est toujours une zone de guerre, tu sais, des bâtiments brûlés et des trucs comme ça. Ça commence à se gentrifier. Mais tu sais, mes parents venaient d'une mentalité d'immigrants et ce qu'ils voulaient pour leurs enfants, c'était d'obtenir un emploi dans la fonction publique et de pouvoir prendre leur retraite à 65 ans. Et tu sais, donc, j'ai passé beaucoup de temps à devoir écouter le plan des autres pour ma vie, au lieu de suivre ce que je savais qui allait me rendre heureux. Donc, je pense que la plus grande chose que j'ai apprise, c'est simplement de suivre ton cœur, de suivre ton instinct. Et encore une fois, dès que tu dis aux gens, imagine simplement que tu les as perdus, si ça te semble juste, et tu dois honnêtement t'évaluer toi-même. Comme je le dis, mais j'ai 10 idées par jour. En me couchant, je réalise que la plupart étaient stupides. Mais je suis assez honnête avec moi-même pour me dire, oh, idée stupide, à quoi je pensais? Quelle est la suite? Ne perdez pas votre temps avec l'inutile. J'adore ça, mais si tu y crois vraiment, tu dois t'y engager. Tu dois vraiment le faire. Je dis, trouve quelque chose dans lequel tu es doué, travaille dur et deviens excellent et ça deviendra ta passion. La dernière chose que je voulais te demander, c'est que tu as déjà partagé beaucoup de sagesse. Et peut-être approfondir un peu plus cette idée. Supposons que tu ne puisses transmettre qu'une seule leçon de vie à tes enfants, la plus précieuse que tu aies apprise. Tu en as déjà donné quelques-unes, mais quels seraient ces derniers mots de sagesse que tu transmettrais à tes enfants? Eh bien, je pense que tu sais, nous sommes tous sur cette planète pour une durée limitée et je pense que notre but ici est de laisser cet endroit meilleur que nous ne l'avons trouvé à tous les niveaux, des gens à la planète, aux animaux et tout le reste, et pour moi, le but dans la vie. Et j'ai toujours eu cette conversation avec ma mère. Quand ma fille sortait avec quelqu'un, ma mère disait, eh bien, est-ce que c'est sérieux? Et vous savez, ça m'a fait commencer à réfléchir. Je me disais, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Elle disait, eh bien, est-ce qu'ils vont se marier? Et je me disais, tu sais quoi? Mon souhait pour ma fille, pour tous mes enfants, c'est qu'ils soient heureux. Mon souhait pour moi-même, c'est d'être heureux. Ce n'est pas d'être riche ou quoi que ce soit, mais vraiment l'objectif, c'est de trouver ton endroit où tu es heureux.